Bonjour à tous. Bien, j'ai donc choisi, comme Bernard ce matin, une trame historique pour vous présenter le rôle des politiques agricoles en France et en Europe qui concerne donc la consolidation du modèle familial. Les politiques agricoles en France sont très anciennes, elles ont plus d'un siècle d'existence. Concrètement, j'organiserai mon exposé, donc d'une part, pour rappeler l'importance, à la fin du XIXe siècle, des politiques de protection aux frontières, parce que moi je considère, et peut-être que ça pourra être versé au débat, qu'une politique qui consolide les exploitations familiales est forcément une politique protectionniste, quelque part, au moins au départ. Ça a été vrai au Vietnam, ça a été vrai en Corée, ça a été vrai au Japon, ça a été vrai en Europe et dans bien d'autres pays. Ensuite, je dirais au cœur du sujet, je regarderai comment le consensus et le consensus national, finalement, dans les années 45-50, un peu ce que rappelait Jacques Rémy ce matin, comment ce consensus a abouti à une cogestion administrative et professionnelle de l'agriculture française qui a duré jusqu'aux années 80, jusqu'au moment où la PAC est devenue majoritaire, disons, dans les décisions, et où la gauche en France a réduit cette cogestion. J'essaierai d'illustrer ça par la théorie, par le modèle des trois agricultures, en montrant comment, après les politiques de prix et de marché qui ont été mises en œuvre au niveau européen dans les années 60, l'Europe et la France ont mis en place également des politiques qu'on appelle socio-structurelles, qui cherchent donc à développer ce cadre, ce contexte d'exploitation familiale, compétitive et capitalisée. Deux mots essentiels de mon intervention. Et puis, finalement, je m'interrogerai sur les évolutions actuelles. Est-ce que les évolutions des marchés mondiaux aujourd'hui, avec le boom des grandes cultures et le développement de très grandes structures, pas seulement en France, mais surtout à l'est de l'Europe, où on a des exploitations de plus de 500 hectares dans certains pays qui font plus de 50% de la surface. C'est le cas dans l'ex-Allemagne de l'Est, c'est le cas en République tchèque, c'est le cas en République slovaque, c'est le cas en Hongrie. On a un peu fait entrer le loup dans la bergerie, là, en acceptant que ces agricultures s'intègrent dans l'Europe sans réforme agraire. Et donc je me demanderais si cela remet en cause le modèle familial, ou s'il a d'autres voies, d'autres possibilités de développement. Alors, concernant l'histoire, eh bien, Bernard le rappelait ce matin, face à la crise de la fin des années 1880, Méline, l'un des premiers ministres de l'Agriculture, en 1882, impose des droits de douane important de 20 à 30% sur les produits agricoles en provenance des pays neufs, particulièrement le blé, la viande et la laine. Pas seulement. Méline était un industriel vosgien dans le textile et il en a profité aussi pour taxer très fortement le textile importé. Il faut voir qu'on est dans une conjoncture d'abaissement très rapide des coûts de transport, le développement des navires frigorifiques qui permet de concurrencer à partir de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, les produits européens. On a souvent mis en place finalement ces politiques agricoles dans des situations de crise. Et la deuxième grande politique agricole en France, c'est en 1936, face à une crise là, non seulement des prix, mais aussi de la demande. Mon grand-père, qui était agriculteur à l'époque, me disait qu'ils avaient gardé 2 années de récolte dans les greniers, parce qu'ils n'avaient pas réussi à la vendre en 1933 et en 1934. Là, l'Office du blé est mis en place. L'Office du blé, c'est un organisme qui s'engage à acheter à un prix garanti l'ensemble de la production de blé des agriculteurs français et de la stocker. Et ça va être finalement le modèle qui va se développer ensuite à partir des années 50 et avec la politique agricole commune. Une date également très importante pour les agriculteurs français, c'est le statut du fermage
en 1946, Tanguy Prigent, ministre de l'Agriculture du général de Gaulle. Le statut du fermage est un statut du droit d'exploitation contre le droit de propriété. C'est vraiment un statut unique en Europe et peut-être dans le monde, qui garantit aux fermiers de rester fermiers, qui plafonne les fermages, qui, en cas d'installation du fils, transmet le fermage aux jeunes qui s'installent. Et c'est encore aujourd'hui un droit qui est combattu par la grande propriété, notamment au Sénat, régulièrement, mais c'est un droit qui est inscrit dans l'histoire agraire de la France. Enfin, les années 60-62, c'est d'une part la construction de la PAC et d'autre part les lois d'orientation agricole françaises sous la houlette de deux ministres, Debré mais surtout Pisani, qui cherchent à adapter l'agriculture française au contexte de la PAC et notamment à la concurrence d'un certain nombre d'États qui vont rentrer avec nous dans l'Europe des 6, qui sont des États qui sont assez compétitifs, comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne qui se reconstruit à l'époque. C'est là que, dans l'article 39 de la PAC, fondateur de la PAC, la conférence de Stresa également en 1958, et dans la loi d'orientation, on consacre l'exploitation familiale, on en a reparlé ce matin, l'exploitation familiale à 2 travailleurs, avec comme objectif, et ça je crois que c'est très important à rappeler, des niveaux de revenus et des conditions de vie qui soient paritaires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de donner aux exploitants agricoles qui auront les moyens d'y parvenir, et à qui on va donner quelques moyens pour y parvenir, d'obtenir un revenu agricole qui soit à peu près paritaire avec celui des autres catégories socio-professionnelles de la région. Et en France, pour faciliter cette restructuration foncière, parce qu'il faut bien voir que cet accroissement de revenus, cet accroissement de la productivité, cet accroissement des rendements passe par une restructuration foncière, passe par la diminution du nombre d'exploitations. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis par les organisations, dans les organisations professionnelles agricoles, contrairement à l'entre-deux-guerres, où les syndicats agricoles étaient pour l'ordre éternel des champs. Enfin, ce n'était pas simplement la corporation paysanne pétainiste, mais même les syndicats agricoles n'étaient pas pour favoriser l'exode rural, l'exode agricole. Pour favoriser la restructuration foncière, il a fallu attendre effectivement des réflexions, celle de la JAC, la Jeunesse agricole catholique, celle de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, qui à l'époque quasiment unis, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition, un petit peu du côté des paysans communistes dans le MODEF, il n'y avait pas vraiment d'opposition pour un modèle où d'ailleurs les fils d'agriculteurs s'y retrouvaient. Un fils d'agriculteur qui quittait l'agriculture dans les années 60, dans une année où il n'y avait pas de chômage, où on était dans les 30 glorieuses, avait souvent une destinée qui était plus heureuse que ses frères et sœurs qui restaient à la ferme. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc on a eu la création en France d'un outil aussi qui est tout à fait original, qui est les SAFER, ces outils d'intervention foncière, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui sont des sociétés anonymes qui existent toujours, dominées par la profession agricole, mais contrôlées par l'État, qui achètent des terres pour les revendre ensuite aux agriculteurs qui s'installent ou qui accroissent leur structure. C'est une politique d'intervention foncière extrêmement volontariste et et sélective, qui va choisir ceux qui vont recevoir la terre dans les exploitations moyennes que l'on va chercher à développer, que l'on va chercher à moderniser. Et pourtant, malgré toutes ces protections, eh bien, entre 1880 et 2010, eh bien, 90% des exploitations françaises vont disparaître, ce que nous a rappelé Bernard ce matin. Ça veut dire que, finalement, à quoi a servi tout cela? La cogestion, donc j'ai parlé de ce consensus fort de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles à l'époque. Petit à petit, un certain nombre d'organisations professionnelles agricoles en France vont se structurer, vont, sous
sous la gauche paysanne, il y a deux ouvrages qui sont au centre, si vous voulez, de ces évolutions. Il y a l'ouvrage de Michel de Bâtisse qui s'intitule « La Révolution silencieuse » dans les années 60. Michel de Bâtisse était un petit paysan du Puy-de-Dôme qui a été l'artisan de la percée de la FNSEA dans les années 60. Et puis un autre bouquin qui a été écrit dans les années... fin des années 80, début des années 90, Jacques me corrigera éventuellement, qui est « Les paysans dans la lutte des classes », le bouquin de Bernard Lambert, qui, lui, présentait ces évolutions des années 70 et 80 comme une marginalisation d'un ensemble de plus en plus important d'exploitations familiales et qui pensait que la restructuration ne s'arrêterait jamais et qu'elle n'aboutirait pas à la constitution d'une agriculture familiale homogène. Alors, il faut bien voir que dans ces années 60, on a deux grands types de politiques. On a d'une part une politique des prix et des marchés qui assure des débouchés à l'ensemble des productions et à des prix minimums garantis, au moins pour les grandes productions que sont les céréales, les viandes, le produit laitier, le vin, dans une moindre mesure sur le porc, sur le poulet, sur les produits maraîchers et l'arboriculture, qui sont beaucoup moins protégés à l'époque. Mais il s'agissait aussi d'assurer la sécurité alimentaire de l'Europe, qui s'élargissait petit à petit dans les grands produits. Donc ça, c'est un des volets. Dans ce cadre, dans ce contexte, les exploitations qui produisent avec des coûts de production inférieurs au prix et qui sont compétitives sur le marché européen vont s'en tirer. Le deuxième volet des politiques qui sont mises en œuvre dans les années 60, c'est le volet des politiques des structures, des politiques socio-structurelles, des politiques d'investissement, de soutien à la modernisation des exploitations, appuyées sur la recherche, bien sûr, sur l'INRA notamment, et sur tout le processus de substitution du travail par du capital, que ce soit des équipements, des machines, des inputs, etc. On est dans une agriculture qui a besoin de plus en plus de capital et qui est dans une phase d'accumulation, d'augmentation de la productivité extrêmement rapide. Là, on peut structurer ces exploitations en trois grands blocs. Et les politiques socio-structurelles vont s'appliquer différemment selon les groupes que l'on va cibler. Le premier groupe, ce sont les petites exploitations. Les petites exploitations qui, pour beaucoup d'entre elles, sont sans successeur. L'agriculteur arrive à une cinquantaine d'années, personne, aucun enfant n'est resté sur l'exploitation, et ces exploitants, dans les années 60, n'avaient pas de retraite, je le rappelle, et donc ils restaient au poste de commande jusqu'à la mort. Donc l'idée, c'était de les faire partir par des soutiens spécifiques, des soutiens qu'on appelait des politiques de pré-retraite, qui ont duré de 1962 à 1998, ça a duré plus de 30 ans, ça a touché plus d'1 million d'agriculteurs, et ça a concerné la moitié de la surface française, ces politiques de pré-retraite. Je vous rappelle que dans les politiques de pré-retraite, les agriculteurs devaient transmettre leur exploitation. Ils pouvaient conserver 1 hectare seulement de parcelles de subsistance. Ils devaient transmettre leurs exploitations, soit à leurs enfants, ce n'était pas défendu, soit les exploitations servaient à l'agrandissement. Et les travaux qui ont été faits sur les pré-retraites récentes des années 92 ont montré que les 2/3 des terres libérées par les pré-retraites ont été à l'agrandissement des exploitations restantes. Donc ça, ce sont ces exploitations-là, si vous voulez, ces trois groupes, j'ai essayé de les théoriser dans ce modèle de restructuration et de modernisation des exploitations familiales que mon collègue Jean-Christophe Kroll a mis en évidence dans les années 80, mais qui était aussi partagé par de nombreux responsables professionnels, politiques et de chercheurs d'ailleurs de l'INRA. On a un premier groupe qui est en dessous du seuil de reproduction, qui est le seuil de reproduction, c'est le coût d'opportunité du travail pour le fils de l'exploitant. Est-ce qu'il va travailler avec un salaire au moins équivalent au SMIC? Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel qui suit normalement le coût de la vie.
quand on est dans une époque où il n'y a pas de chômage, il est évident que le coût d'opportunité du travail, c'est un instrument puissant pour déterminer si on reste sur la ferme ou si on s'en va. Bien sûr, il n'y a pas d'autres, c'est pas le seul élément, il y a d'autres éléments, notamment sociologiques, qui poussent à reprendre ou non une exploitation agricole, mais là je parle des gros déterminants économiques. Alors on va chercher à éliminer ces exploitants, notamment par les politiques de pré-retraite et par l'intermédiaire notamment des SAFER, à concentrer le foncier vers les exploitations que l'on juge en croissance. Le deuxième niveau que j'ai mis ici, c'est le niveau de parité. C'est donc le niveau de revenus moyen de la région. Et on considère que les exploitations de ce groupe paritaire sont des exploitations pour lesquelles la politique des prix, la politique des marchés suffit à assurer leur reproduction, leur accumulation et leur développement. Les politiques socio-structurelles, les politiques d'investissement et de modernisation, au moins dans la théorie, devraient être focalisées sur ce groupe d'exploitations que l'on considère insuffisamment modernisées, des exploitations sur lesquelles on va concentrer les investissements, concentrer le foncier, concentrer les installations. On va soutenir l'installation des jeunes par des prêts à très bas taux d'intérêt. Encore aujourd'hui, les jeunes qui s'installent en agriculture en France, les 5 000 jeunes, puisqu'il n'y en a que 5 000 qui sont aidés sur les 12 ou 13 000 qui s'installent chaque année, reçoivent une subvention en capital qui peut être de plusieurs dizaines de milliers d'euros et ont des prêts bonifiés à des taux extrêmement bas qui sont de l'ordre de 1%. Donc on va chercher, si vous voulez, par une politique très sélective, à concentrer les soutiens sur ces exploitations. L'idée, alors il va y avoir différents types de politiques qui vont être mises en place, deux très importantes à mon avis, qui sont d'une part les plans de développement qui ont été mis en place à partir des années 72-75 en France, où on programmait sur 6 ans le développement de l'exploitation. On a eu l'occasion d'évaluer cette politique et elle montrait que la productivité du travail agricole dans des exploitations, notamment laitières, doublait en 5 ans ou 6 ans. Avec les changements de race, les bâtiments nouveaux, l'ensilage de maïs, etc. L'exploitant passait de 20 vaches à 4000 litres à 60, enfin à 40, 50 à 6000 en 6 ou 7 ans. Les quotas laitiers sont arrivés là-dessus, ce qui a quand même freiné les velléités de nombreux producteurs laitiers, mais il n'empêche que ces politiques réussissaient. Il y avait en gros 20% des plans de développement qui se transformaient en plans d'enterrement, c'est-à-dire avec des agriculteurs qui étaient à la limite de la faillite, parce que la seule chose qu'on ne contrôlait pas dans ces plans de développement, c'était l'évolution des prix, et on y reviendra. Donc l'idée, c'était bien de soutenir l'accumulation, de soutenir la restructuration, de soutenir l'augmentation de la productivité du travail. Et l'agriculture en France est le secteur qui, pendant 40 ans, a augmenté le plus sa productivité du travail, à un rythme de l'ordre de 4% par an, quand l'industrie, entre 4 et 6% par an, quand l'industrie était entre 3 et 4. Donc ça a marché. Le problème c'est que si on refaisait aujourd'hui ce schéma, où j'ai mis là donc, le niveau de capital qui est censé représenter le degré de modernisation et là le revenu agricole, et Bernard en a parlé ce matin, on retrouve beaucoup encore de petites exploitations. Si le modèle d'accumulation, si le modèle de développement des exploitations familiales avait été celui-là, nous n'aurions plus ces petites exploitations. En 40 ans, on les aurait éliminées. On aurait une agriculture, je ne dis pas que tout le monde aurait le même revenu, mais on aurait une agriculture qui graviterait autour de la parité. Seulement, effectivement, l'idée c'était bien de les faire passer au-dessus de la parité, mais le problème c'est que les agriculteurs français et européens n'ont pas conservé dans leurs mains la majorité des gains de productivité. Les gains de productivité ont été répartis, et il y a eu beaucoup de travaux de l'INRA, notamment de nos collègues
notre collègue Boussard sur ces questions, les gains de productivité ont été répartis dans l'ensemble de la machine économique, depuis les industries agroalimentaires jusqu'aux consommateurs, et les producteurs ont vu les prix agricoles baisser dans des proportions extrêmement importantes. Et d'ailleurs, si on regarde la baisse des prix globale entre 1970 et 2000, elle est de l'ordre de 60% en euros constants. Mais plus les gains de productivité ont été importants dans une production, et plus la baisse des prix a été importante. Elle est de l'ordre de 90% pour les céréales et de 40% pour la viande bovine, qui est certainement le secteur où les gains de productivité ont été les plus faibles en France. Donc, d'un côté, effectivement, l'accumulation de capital, les gains de rendement, les gains de productivité cherchaient à tirer ces exploitations vers le haut, et puis, de l'autre côté, la baisse des prix les ramenait au niveau, en dessous parfois, du seuil de reproduction. C'était, par ailleurs, il faut bien voir que ces politiques sélectives ont davantage touché les agriculteurs qui étaient très proches du seuil de parité, davantage que les exploitations qui avaient peu de moyens de production, parce qu'il y avait, il fallait des garanties au niveau de l'endettement, notamment. Donc on a encore aujourd'hui une structure agraire en France où on a en gros 20 à 30% d'exploitations qui sont au-dessus du seuil de parité, 20 à 30% qui sont entre les deux, et 20 à 30% qui sont en dessous du SMIC, parfois même un peu plus, ça dépend des années. On a donc eu une reproduction de l'inégalité, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on a un exode agricole de l'ordre de... Enfin, une baisse du nombre d'exploitations, c'est pas tout à fait l'exode, mais une baisse du nombre d'exploitations qui est de l'ordre de 2 à 3% par an, et les projections du ministère de l'Agriculture à l'horizon 2020, environ 400 000 exploitations, sont des projections qui sont faites avec un taux de baisse du nombre d'exploitations agricoles de cet ordre. Il faut voir qu'en France, 80% des jeunes qui s'installent sont des jeunes aidés qui s'installent sur les exploitations sont fils ou filles d'agriculteurs. Ça reste pour l'installation dans des exploitations capitalisées, je dirais, la succession familiale est majoritaire. Et demain, exploitation familiale capitalisée, j'en ai pour 5 minutes, exploitation familiale capitalisée ou entreprise capitaliste? Eh bien, la politique agricole a évolué, la PAC a évolué. Elle a évolué sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi sous la pression d'excédents structurels. Notre PAC avait trop bien marché. Les effets pervers de cette politique, c'était effectivement les excédents de céréales, les excédents de beurre, les excédents de viande bovine qui encombraient les frigos européens dans les années 90 et qui étaient déversés à coups de subventions sur les marchés mondiaux. On a fait certainement plonger les marchés mondiaux. Autant je suis pour une politique protectionniste dont il faut quand même bien mesurer les effets pervers, autant je suis contre le soutien des exportations qui déstabilisent les marchés et déstabilisent les agricultures des autres pays, notamment des pays en voie de développement. Donc on a eu 2 phases d'évolution de la PAC, que je ne rappellerai pas, éventuellement on reviendra dans le débat. En 1992, on a eu une baisse des prix très importante pour les céréales et la viande bovine, qui s'est prolongée jusqu'en 2001, et cette baisse a été compensée par les aides directes. C'est l'apparition des aides directes dans l'agriculture européenne, des aides très importantes, puisqu'on est à des niveaux d'aide de l'ordre de 350 € par hectare en grande culture et de 250 € par hectare pour les vaches allaitantes. Ces aides ont été découplées en 2006. Cela signifie que les agriculteurs ont une référence historique d'aide par hectare et qu'ils touchent cette aide quelle que soit leur activité, même s'ils n'ont plus d'activité productrice. Il faut qu'ils soient exploitants agricoles pour les toucher,
Mais un exploitant peut toucher des aides, avoir une référence d'aide pour des céréales et des vaches allaitantes en 2000, 2001, 2002, et les toucher aujourd'hui sans avoir de céréales et de vaches allaitantes. Il aura des céréales. On va voir pourquoi. Alors ça, si vous voulez, c'est un système qui n'a jamais été plafonné. Il n'y a pas de plafond. Vous avez 1000 hectares, vous avez 370 000 euros, 350 000 euros d'aide. Il y a 32 exploitations en France qui ont plus de 300 000 euros d'aide, et il y en a plus de 2000 au niveau européen. Et un système sans plafonnement encourage la restructuration et l'agrandissement. Et ça ne sera pas plafonné dans la future PAC. Ensuite, la flambée des prix des grandes cultures. Eh bien, je pense que ça accélère également la restructuration, l'agrandissement et l'apparition de nouvelles formes d'exploitation agricole, ce que Bernard a appelé ce matin la tertiarisation, c'est-à-dire des grandes exploitations céréalières avec une activité d'entreprise agricole qui peuvent cultiver dans des zones, notamment de grandes plaines françaises, plusieurs milliers d'hectares. Simplement, je voulais vous montrer les évolutions de revenus agricoles selon les productions sur les 12 dernières années. Vous avez ici en bleu le porc avec des évolutions extrêmement brutales. Vous avez ici la moyenne de l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Ici, vous avez les bovins viande et les bovins lait et les ovins et caprins, qui sont les derniers de la classe, avec des revenus qui sont en moyenne le SMIC, voyez. Et puis l'envolée des revenus des grandes cultures avec le trou de 2009. Mais aujourd'hui, un exploitant de grande culture a un niveau de revenu... Bon, un exploitant de grande culture moyen, 120 hectares, un travailleur. Niveau de revenu, 80 000 euros, dont la moitié sont des aides. Je veux dire que comme les aides ne sont pas plafonnées, ces agriculteurs ont une part de leurs revenus encore considérable, alors qu'ils n'en auraient plus besoin. On leur paye un 4x4 tous les ans. Pour ceux-ci, par contre, les aides sont absolument nécessaires. Sans aide, ces gens-là n'ont pas de revenus. Ils sont à moins 20 000 euros. Par ailleurs, il y a un autre élément, je pense, qui est important, c'est qu'avec l'élargissement en 2004 et 2007 aux pays de l'Est, on a un peu fait rentrer le loup du capitalisme agraire dans la bergerie, avec donc des très grandes exploitations qui, aujourd'hui, s'opposent à tout plafonnement des aides. Alors, il y a quand même un phénomène qui limite le développement, l'investissement de fonds financiers ou de firmes capitalistes dans l'agriculture française. Ces financements existent. Dans la viticulture, en Champagne ou en Bordeaux, on a de véritables exploitations capitalistes. Louis Vuitton, Moët Hennessy n'est pas un petit agriculteur localisé en Champagne. Et c'est vrai que ces boîtes n'ont pas investi sur la production ovine dans les monts du Cantal. Elles ont choisi des productions qui, financièrement, leur rapportaient un taux de profit important. Mais il y a quand même le coût de la terre. Le coût de la terre, en France, entre 6 000 et 10 000 euros l'hectare pour des terres labourables, c'est un frein très important quand on pense que c'est 10 fois moins dans certains pays de l'Est, en dehors de l'Europe, notamment. Dernière slide. Il me semble qu'un autre élément qui consolide... Excusez-moi. Un autre élément qui consolide les capacités de développement des exploitations familiales françaises, c'est qu'il existe des alternatives au modèle dominant productiviste capitalisé, que j'appelle pas capitaliste, capitalisé, sur la qualité des produits. Mais bon, c'est un peu redondant, vous connaissez, on peut en débattre sur la diversité des productions et la multifonctionnalité des activités de service, la transformation fermière, la valeur ajoutée, etc. On a environ 150 000 exploitations aujourd'hui en France sur les 500 000 qui vivent en tout ou partie sur ces systèmes. Mais je pense que la viabilité à terme de ce type d'exploitation passe par une politique agricole qui reconnaisse les services environnementaux et les services territoriaux qui sont rendus par ces agriculteurs et qui répartissent ou distribuent les soutiens publics en conséquence
c'est-à-dire pas seulement sur le nombre d'hectares, comme aujourd'hui. Et il ne me semble pas que la future PAC, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, puisse répondre aux véritables défis et aller dans ce sens. Je vous remercie.